on voit bien aussi le film débutait avec Marion, qui fait sa biographie. Je m'appelle Marion, j'ai 38 ans. On voit donc Marion s'inscrire dans une filiation au moment même où elle donne naissance à son fils et où elle ressent le besoin de pouvoir retrouver, exprimer ses racines et de les laisser en héritage. Qui suis-je? D'où je viens? Le besoin de s'inscrire dans une lignée, donc, afin de pouvoir à son tour inscrire son fils dans sa lignée à lui, qui est forcément en partie la lignée de sa mère. En toile de fond, l'on entend Nicolae Ceausescu houspiller les foules. C'est un moment saisissant. L'ombre de Nicolae Ceausescu plane tout au long du film. Il incarne le diable, comme l'appelle Marion, aussi bien dans son film que dans son livre. Je ressens donc le besoin de commencer par là, c'est-à-dire de faire une brève incursion dans la politique nataliste instaurée par Nicolae Ceausescu à partir de 1966. Donc ça fait un bon bout de temps. Et de ses conséquences pour la société roumaine. Pour rappel, Nicolae Ceausescu venait d'arriver au sommet du pouvoir en 1965, devenant secrétaire général du Parti communiste roumain. C'était donc probablement son premier acte politique d'importance qu'il posait alors. Jeune leader, il va poursuivre une politique d'indépendance par rapport au pouvoir soviétique, par rapport à Moscou. Du moins, il a essayé de donner l'impression de se rapprocher de l'Occident et de se distancer de Moscou. Il faut tout de même donc le souligner, dans la première période de son règne, Nicolae Ceausescu était un leader populaire, il était perçu par la société roumaine comme un véritable espoir, un mec censé mettre un coup d'arrêt aux années noires de la répression communiste. On va parler peut-être de manière plus détaillée par la suite. Je parlerai un peu je reprendrai un peu de la thèse de doctorat de Clémence Valland intitulée « Comment ils sont devenus invisibles, les enfants de rue de Bucarest, dans la transition post-communiste ». Donc, le 1er octobre 1966, alors que le taux de fécondité est passé sous le seuil de renouvellement des générations et compromet donc gravement les plans et le futur du régime, est adopté le décret 770, régulant l'interruption des grossesses. Il fonde sa légitimité politique dans le préambule qui affirme que l'interruption des grossesses est un acte avec de graves conséquences pour la santé des femmes et qui porte préjudice à la fertilité et à la croissance des enfants. L'effet du décret 770 est spectaculaire. De 1966 à 1967, le nombre d'enfants passe de 3600 à 4000 pour 1000. Je m'excuse. Donc, le taux de fécondité, le taux de naissance, de natalité double, en fait, sur un an. Et puis, le système s'empire, disons, pour contrer les stratégies de défense de la population relative à l'augmentation planifiée de nombre d'enfants et au contrôle de la vie sexuelle. Les dispositifs natalistes sont progressivement renforcés jusqu'à l'instauration d'une surveillance généralisée des femmes et des médecins. En 1974, on voit apparaître une intensification de la propagande et des incitations financières, et puis aussi un renforcement des contrôles. Les commissions en charge d'autoriser les avortements légaux, donc les avortements pour des situations où les femmes, pour des situations de viol où la vie de la femme était mise en danger. Donc, ces avortements légaux incluent désormais, les commissions qui approuvent les avortements légaux incluent désormais un représentant du ministère de l'Intérieur. Et dans le cas d'avortement incomplet, c'est-à-dire de l'IVG clandestin et raté, qui requiert l'hospitalisation, l'accord du juge et de la police sont nécessaires pour autoriser la prise en charge médicale.
En 83 et 85, le dispositif législatif de contrôle se voit encore renforcé. Les médecins sont tenus responsables de la réalisation du plan en termes de natalité. Si les objectifs, le nombre de naissances, ne sont pas atteints, ils doivent payer une amende, une retenue de 15% sur leur salaire. De leur côté, les femmes doivent procéder à des contrôles réguliers, parfois surprises, sur leur lieu de travail. En 85, de nouvelles restrictions, décret 411, limitent l'accès à l'avortement pour raisons médicales, qui n'est autorisé que pour les femmes de plus de 45 ans avec 5 enfants de moins de 18 ans à charge. Voilà donc un peu poser le contexte de ce qu'on voit dans le film. J'aimerais débuter par Marion et par Daniela. Pourquoi pensez-vous, pourquoi ce besoin de retrouver une filiation? D'où vient ce besoin d'avoir voilà, de retrouver une famille biologique, de retrouver ses racines, de s'inscrire dans une filiation? D'où vient le besoin de Marion? D'où vient le besoin que nous avons tous de savoir ce qu'on a, quels sont nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents? C'est une question qui n'est pas forcément facile. Déjà, moi, j'ai été adoptée à l'âge de 6 ans, donc j'avais quelques souvenirs en institution. Et puis moi, ce que je voulais vraiment comprendre, c'est pour le pourquoi du comment je suis arrivée en institution, pourquoi j'ai été placée. Et pour pouvoir construire aussi ma narration, mon histoire, et avancer et trouver un sens. Donc, et c'est vrai que j'ai eu vraiment à la chute du régime, j'avais 13 ans. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur mes origines et aussi à comprendre l'histoire de la Roumanie tout en recontextualisant. Donc ça, il m'a fallu beaucoup de temps à travers mes rencontres, mes différents voyages et aussi, bien sûr, toutes les personnes qui sont ici, des experts, pour comprendre le pourquoi du comment. À un moment donné, j'ai fini en institution. Et puis, je crois que dans une vie, je crois que la pire des choses, c'est de ne pas savoir d'où on vient, qui on est, pour pouvoir se construire. Pour moi, c'est une sécurité, quelle que soit notre histoire. Voilà, pour moi, c'est vital. J'ai du mal à comprendre les personnes qui ne veulent pas savoir. Après, ça peut être terrifiant aussi, parce qu'on ne sait pas qui on va trouver. Quelle est notre histoire, si on est issu d'une histoire de violence, si on est issu aussi d'une histoire de pauvreté. Voilà, c'est assez difficile aussi de se construire avec cette base. Mais voilà, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va avancer avec ce début d'histoire? Il y a tout un travail aussi à faire, tout un cheminement. Et Daniela, d'un point de vue du psychologue, disons, qu'est-ce qui nous fait chercher ces racines? Pourquoi ne peut-on pas vivre en l'absence de ces racines? J'ai commencé en 2000 de travailler avec les enfants abandonnés. En 2005, j'ai presque adopté 3 filles parce que je n'ai pas pu adopter à cause de la législation roumaine. Et donc, j'ai commencé à étudier un petit peu pourquoi mes filles sont assez préoccupées de trouver leur identité. Et bon, et nous aussi, parfois on essaie de trouver beaucoup d'informations sur notre identité. Tout le monde a besoin de savoir en plus de choses en ce qui concerne l'identité. Nous, on se demande, oh, je me ressemble avec mon père ou avec ma maman. Donc, on a besoin de savoir en fait quelles sont notre racines. Ça, c'est la première condition, de savoir beaucoup de choses sur notre identité. Et deuxième, beaucoup des enfants qui sont adoptés
parfois, ils pensent que c'était leur culpabilité. Ils se sentent coupables parce qu'ils ont été abandonnés. Et ça, c'est parce que parfois, dans le centre de placement, ils sont traités comme ça. Vous êtes coupable, personne ne t'est pas préoccupé de votre vie, donc vous êtes nul. C'était ça. J'ai rencontré beaucoup d'enfants qui ont été placés dans un centre de placement, qui ont eu cette image sur leur vie. On n'est pas important, on était abandonné, on est coupable. Donc parfois, l'enfant cherche la vérité. Il veut savoir s'ils sont coupables ou parfois, comme Marion a cherché, il cherche les personnes coupables. Coupables pour leur vie. Et voilà, Marion, elle a découvert que sa maman, elle n'est pas vraiment coupable, que l'abandon, c'était forcé par une société qui n'a pas protégé, qui n'a pas soutenu les parents. Et donc, c'est ça la vérité. On cherche les coupables, mais parfois la vérité, c'est pas assez simple. Et Marion, elle a fini, elle a dit, et maintenant, comment on va construire cette relation? Parce que c'est ça, on cherche en fait la famille, notre famille biologique, pour construire, pentru a vindeca. Pentru guérir, pour soigner notre racine. Parce que je pense que c'est exactement ce que vous dites, mais voilà, quand on est dans une démarche de sortir de l'inconnu, de sortir du silence, c'est bien, oui, pour coupable, pas coupable, mais c'est aussi pour trouver des réponses sur ce qui nous empêche de vivre pleinement notre vie aussi. Parce que dans ton parcours, mais dans le parcours d'autres enfants, ici, aujourd'hui, hier, enfin, c'est très universel et il ne s'agit pas seulement d'abandon d'enfants, là, mais de tout ce qui a été, tous les traumatismes de l'enfant liés à l'enfance. On sait bien qu'on finit par... ce qu'on a vécu, créer chez nous des systèmes de défense, de protection qui ne nous sauvent pas, mais qui nous sauvent sur le moment, où on pense que ça nous sauve et qui après nous empêche de vivre pleinement notre vie. Et le fait d'aller au-delà du silence ou de savoir fait qu'on va pouvoir reconnaître ces schémas qui ont pu être salvateurs mais qui après nous empêchent de vivre. Et bon, ce travail doit être fait au niveau particulier, donc Marion avec elle-même. Après, moi, ce qui m'intéresse, et je pense que c'est ce qui t'intéresse toi aussi, Marion, et ce qui m'intéresse parce que vous êtes psy, c'est super. Non, mais ce travail, tout le monde doit le faire quand on parle d'adoption. Tout le monde doit le faire à un niveau de l'État entier, du pays entier. Parce que les blessures, waouh, il y en a beaucoup, quoi. Le système qui a créé ça, il n'est pas encore... pour moi, il est enfin... On hérite droit de ça, et je ne sais pas, ça c'était une de mes questions en venant ce soir, c'était on peut tous faire le travail à notre petit niveau en allant voir un psy et tout ça. Moi-même, je fais ce travail, hein, ça fait 20 ans que je suis en psychanalyse, mais après, j'ai l'impression qu'en Roumanie, il faudrait, puisqu'on parle d'ici aussi, que parfois tu peux faire le travail toi-même et tu te retrouves en face à des gens ou des institutions qui n'ont pas fait le travail. Et alors, c'est super compliqué parce que c'est un travail à grande échelle qu'il faut faire. J'ai vu qu'en Roumanie, il y a beaucoup de parents adoptifs qui n'ont pas en fait parlé avec leurs enfants. Il y a des enfants qui ne savent pas qu'ils sont adoptés. Il y a beaucoup de cas en Roumanie quand les parents en fait ne sont pas préparés pour aider leurs enfants.
et soutenir les enfants de chercher leur identité, leur race. J'ai encouragé tous mes clients avec... C'est pareil. Oui. J'ai encouragé tous mes enfants, mes clients avec qui je travaillais, de chercher leur racine quand ils sont préparés. Parce que comme Marion a dit déjà dans le film, il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre leur vie sans savoir la vérité. Mais avec la vérité, dans ces cas, c'était bien parce que tu as trouvé des bonnes choses, mais il y a des enfants qui trouvent des choses qui sont plus dures, qui trouvent que leurs parents sont des personnes pas vraiment très bien, et après ils ont besoin de support psychologique pour continuer leur vie, parce que parfois il y a cette comparaison. Voilà, mes parents ils sont pas très bien. Est-ce qu'il y a le risque que moi je peux devenir une personne comme mes parents? Donc parfois, on travaille beaucoup après les enfants connaître, les personnes adultes connaître leur identité. C'est une démarche difficile, mais je pense que c'est important pour chacun d'entre nous de savoir la vérité. Marion, une question. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, à faire ce film, au-delà de la recherche personnelle que vous avez menée? Et puis aussi, quels sentiments vous ont habité pendant tout ce temps, tout ce travail? Déjà, par rapport au film, moi j'avais un peu ce complexe, enfin pas ce complexe, le syndrome de culpabilité, du survivant. Parce que voilà, j'ai toujours été privilégiée, voilà, j'ai été adoptée, mon adoption s'est quasiment bien passée. Et puis j'avais cette mémoire quand même de l'institution et aussi de mes camarades en institution. Et c'est vrai que pour moi, c'était important de savoir ce qu'ils étaient devenus. Parce que pour moi, j'étais une privilégiée. Donc à partir de là, je suis rentrée en contact avec Elisabeth Blanchet, qui est photographe, qui a fait tout un travail avec des orphelins aussi, qui étaient placés en institution à Popricane. Et c'est à partir de là aussi que pour moi c'était indispensable aussi de les écouter, parce que pour moi ce sont aussi des oubliés. C'est vrai que c'est important aussi de recontextualiser. Dans les années 89-90, il y a une telle médiatisation de la Roumanie, de ce qui a été fait en institution. Et il y a eu aussi un peu ce spectacle un peu humanitaire pour montrer les pires choses qui se passaient en Roumanie. Donc, moi, j'ai été énormément marquée par ça, et donc je voulais savoir aussi s'il y avait ce qu'ils étaient devenus et comment ils ont réussi à s'en sortir. Donc après, c'est important de contextualiser, de comprendre l'histoire de la Roumanie, sa politique, pour comprendre son histoire. Et c'est ça qui m'a permis aussi d'aller jusqu'au bout de ma quête. Par chance, j'ai trouvé. C'était pas gagné, puisque tout le monde était décédé dans l'histoire. Voilà, cette période, il y a beaucoup d'histoires, de mensonges, et comment on peut se construire à travers des mensonges. Donc la meilleure solution pour moi, c'est d'aller chercher soi-même ces informations et de trouver ce qu'on peut trouver aussi. Est-ce que tu as eu l'impression, depuis que tu fais ce travail, et que tu as eu des réponses, certes, mais en allant au-delà de ça, est-ce que tu as eu l'impression que des choses qui t'empêchaient de vivre, je ne sais pas quoi, parce que je ne connais pas les détails, tu vois, des pièges dans lesquels tu pouvais être, donc tu as dit la culpabilité, mais il y a certainement d'autres choses. Est-ce que tu arrives, en tout cas, à mieux cerner quand tu vrilles, quand tu pars, tu vois, et te dire attends, là c'est rien, en fait, c'est ça, je connais ce système-là. Enfin, tu vois que tu as passé à une étape, à une nouvelle étape de ta vie. Oui, moi dans ta relation au monde. Hein. Moi, ma vie, elle a changé le jour où j'ai trouvé Anna. C'est parce que je me suis dit déjà, elle m'a pas rejetée.
Donc ça, c'est pas rien non plus. Parce que voilà, il y a des histoires aussi où il y a du déni, du rejet. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile. Comment se construire sur un deuxième rejet, voire un troisième? Parce qu'il y a des adoptions qui se passent très mal aussi, où il y a aussi un abandon. Il y a plusieurs abandons. Donc voilà, c'est comment se construire déjà à travers toutes ces situations de rejet et d'abandon. Donc moi, c'est vrai que ma vie, elle a vraiment changé le jour où j'ai trouvé Anna. Je me suis dit, enfin, je vais savoir qui je suis, pourquoi à un moment donné, elle m'a pas acceptée, enfin, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est surtout que je me suis rendu compte aussi, même si on est concerné par l'adoption, je me suis rendu compte que l'adoption, c'est aussi c'est une tripartie. C'est 3 histoires, on va dire traumatisantes, qui se rencontrent aussi. Parce que dans les familles adoptives, qui est aussi une démarche de parentalité, il ne faut pas l'oublier, parce que beaucoup l'assimilent aussi à un acte humanitaire, alors que ce n'est pas ça l'adoption. Donc, il y a souvent des parents adoptifs qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc, voilà, comment ils font ce deuil de ne pas avoir d'enfant naturel. Après, il y a l'enfant, bien sûr, abandonné. Donc, il y a aussi une histoire de trauma. Et il y a aussi ces mères biologiques dont on parle très, très peu, qui, quand on comprend un peu l'histoire aussi de la politique de Ceausescu, qui sont réellement aussi des victimes, qui ont vécu le pire, je dirais, sur cette violation de l'intimité, cette obligation de faire 4 à 5 enfants et qui ne soient pas forcément désirés. Et après, on les pousse à abandonner leur enfant pour des associations qui se sont créées à la chute du régime, des associations privées pour qu'il y ait un véritable commerce. Voilà, aujourd'hui, moi, je trouve que ces femmes biologiques, ces mères biologiques, on devrait les écouter un peu plus parce que je crois qu'elles vivent dans la honte, parce qu'elles ont vécu la honte, et qu'elles soient plus dans cette culpabilité, et peut-être aussi voir ce qu'elles peuvent aussi, elles, construire de leur côté, par rapport aussi à des trouvailles, si c'est possible, et pourquoi pas recréer du lien. Donc voilà, moi c'est tout ce travail que je fais aujourd'hui avec l'Association française orphelins de Roumanie, où aujourd'hui on a beaucoup d'histoires, on a eu près de 350 histoires, c'est du cas par cas. Voilà, c'est difficile aussi de répondre au cas par cas. Tout dépend aussi du traumatisme, comment est vécue l'adoption et comment la personne est aussi prête à vivre ce cheminement. Voilà, le cheminement, c'est comment se construire soit avec le néant, soit avec le rejet, soit avec le trouvaille. Voilà, c'est ça qui est très difficile. L'on voit dans votre film, le destin brisé de certains des enfants qui ont vécu dans les orphelinats de l'époque. Vous disiez dans le film, je me rappelle de beaucoup de ces enfants qui criaient, il y avait une ambiance glaciale, c'était glauque. Bogdan Simion, avec votre association Sera Roumanie, vous avez été témoin du drame du quotidien de ces orphelinats depuis le début des années 90 et jusqu'à nos jours. Quels sont, selon vous, les principaux problèmes auxquels ont été confrontés les enfants institutionnalisés? Pourquoi certains, beaucoup, ont préféré aller à la rue plutôt que rester vivre dans ces institutions? Et quels problèmes et surtout, qui sont les coupables? Les coupables? C'est une bonne question. Alors, moi, je me rappelle, moi, j'ai fini la faculté de médecine en 1994 et je commençais de travailler dans cette histoire de protection de l'enfance avec 1995. Mais je pense qu'il faut dire d'abord que ce n'est pas seulement le décret de Ceausescu qui a fait toute cette histoire. Bon, ça, c'est le décret de pronataliste de Ceausescu, c'est une pièce de cette jeu. Il faut pas oublier qu'on a eu une loi en 1972, la loi pour protéger certaines catégories de mineurs. Et
cette loi, je pense a commencé à fracturer un petit peu les liens parentaux et à donner la possibilité pour les parents d'abandonner tellement avec une telle facilité leurs enfants. Cette loi de 72, qui a été abrogée seulement en 97, 7 ans après la Révolution, disait aux parents que si vous ne pouvez pas faire la prise en charge de votre enfant, donnez à l'État, parce que l'État va faire la prise en charge sans aucune répercussion pour vous. Et ça, c'est une grande question. Moi, j'attends depuis quelques années que soit des anthropologues sociaux, soit des sociologues, ils prennent un petit peu ce problème et ils expliquent un petit peu le déchirage de cette famille. Ça, c'est une chose. Bon, à propos des institutions, moi, je commençais de voir des institutions en commençant avec 95. À ce temps-là, Ceausescu nous avait laissé 400 institutions classiques, ça veut dire les AGAN, les pouponnières pour les 0-3 ans et les maisons d'enfants préscolaires de 3 à 6 ans, scolaires, enfants et filles, garçons et filles de 6 ans jusqu'à 14 ans et après les scolaires aussi de 14 ans jusqu'à 18. Moi, je pense que j'ai vu de ces 400 autour de 300, peut-être un petit peu plus, 320, quelque chose comme ça. Mais aussi, pas seulement les lagans et les maisons d'enfants, mais aussi les foyers hôpitaux, les mouroirs de Ceausescu, les 34 mouroirs de Ceausescu dans lesquels il vivait, les 5000 enfants gravement handicapés, complètement éloignés de toute civilisation. Bon, j'ai vu les pouponnières qui étaient à cet temps-là sous la tutelle du ministère de la Santé et qui étaient organisées comme un hôpital. Et parce que l'obligation de patient dans un hôpital, c'est de rester dans le lit et de prendre le traitement. C'est exactement ce que cet enfant il faisait. Il restait dans le lit sans aucune intervention de personnel. Et ils attendaient les 3 ans pour être transférés. Et après, j'ai vu les maisons d'enfants. Cette institution, ils avaient, bon, vous savez, la fameuse pouponnière de la vitrine de Ceausescu d'ici de Bucarest, le Lagan Santa Caterina, qui avait 600 enfants. Énorme. Mais on avait aussi des pouponnières de 500 enfants à Iași, des institutions énormes. Mais on avait des maisons d'enfants qui avaient 400 enfants, 600 enfants, mais aussi des sections de neuropsychiatrie infantile de 1200 enfants, comme à Sirette. C'était tout un système qui était organisé à cet temps-là, soit par le ministère de la Santé, soit par le ministère de l'Éducation. Je me rappelais de la maison d'enfants de Buchten, par exemple, qui avait plus de 400 garçons de différents âges, avec une école dans la maison d'enfants qui était spécialement pour les garçons qui étaient dans la maison d'enfants. Aucun enfant de la communauté n'était pas présent dans cette école. Je t'interromps un peu, Bogdan, pour rappeler ou pour annoncer le fait que, bon, Vlad Alexandrescu, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais Vlad Alexandrescu a fait paraître un rapport moral asupra copiilor lăsați în grija statului, donc sur la situation actuelle des enfants. C'est paru cette année, en 2019. Chez Humanitas. Et la situation n'a pas beaucoup changé, donc on retrouve en fait dans son rapport une école qui est à l'intérieur de l'orphelinat et où il n'y a que les enfants de l'orphelinat qui vont. On retrouve une psychiatrisation des enfants institutionnalisés. On retrouve
moins sans doute de violence physique et moins d'absence de nourriture, voilà, mais presque la même effrayante solitude que racontait Marion dans son film et dans son livre. Et je parlais pour cela des culpabilités parce que le fait que le système survit 30 ans après, ça relève aussi d'une culpe collective dans ces grandes lignes. D'une part, il y a effectivement les institutions de l'État. Vlad Alexandrescu les pointe bien du doigt dans son rapport moral. De l'autre côté, il y a aussi votre institut. C'est un institut dont la mission est, au-delà de l'étude, aussi de porter devant la justice les crimes du communisme. L'un de ces crimes, c'est aussi les crimes faits à l'encontre des enfants institutionnalisés. Notre institut a pour but aussi la poursuite judiciaire. Et ça, c'est notamment la compétence de la partie l'Institut pour l'investigation des crimes du communisme, parce qu'il y a pratiquement, on a joint deux institutions, la mienne qui est l'institution pour la mémoire de l'exil roumain, qui a à voir plus ou moins avec ces choses-là de façon indirecte. Bon, on les a mises ensemble. On a jugulé les deux. Donc la partie, la nôtre était née en 2003 et l'institution créée par Marius Soprea en 2005, donc 2 ans après, effectivement avait pour but celui d'aider le ministère public, la procuratura, le parquet, comme on dit en français et en roumain, à nouveau en roumain après la Révolution, le parquet, pour les aider et les mettre sur la table les preuves, disons, des crimes du communisme. Et ça commence par le travail des fouilles criminalistiques, on les appelle archéologiques, je ne suis pas d'accord avec le terme, ce sont des fouilles criminalistiques menées par Marius Soprea, par M. Petrov, etc. Il essaye de désensevelir, afin de trouver des morts, des cadavres, etc., des crimes commis par le régime communiste. Sauf que, enfin, là, il y a eu une question au sujet de cette partie, de cette branche de l'Institut, parce que, effectivement, ce sont des crimes qui se sont perpétrés, qui se sont produites avant que la Roumanie signe seulement en 68 la Convention universelle des droits de l'homme, enfin, excusez-moi, les crimes contre l'humanité. Voilà, donc il y a eu une convention et en principe, les fouilles criminalistiques effectuées par notre institut n'ont pas eu le résultat escompté. Le point de vue judiciaire. Hein. On a trouvé des crânes, on a trouvé des ossements, des gens qui ont été au bout d'une lisière ou d'une rue tués comme ça d'une façon brutale aux années 50. Et ça, bon. Par contre, la partie qui s'occupe des questions des enfants institutionnalisés, effectivement, là, il y a matière pour effectuer des poursuites, parce que ce sont des choses qui sont perpétrées après la signature de cet fameux accord sur les crimes contre l'humanité, enfin la Convention universelle des crimes contre l'humanité, qui a été signée, je rappelle, par la Roumanie seulement au moment de la détente des années 60. Trop souvent, on confond les années 70 avec les années 60. Moi aussi, lapsus freudien, j'ai fait la même chose. Aux années 60, donc en 68 notamment. Et donc, ce sont des choses qui sont produites aux années 80, comme ça. Donc là, on a encore sujet pour des condamnations, pour fournir au parquet. Hein, voilà, y a-t-il des enquêtes que vous menez actuellement en cours sur ces thématiques, d'une part, et d'autre part, je voulais vous... voilà, Chiguid, par exemple, on voit c'était le premier orphelinat où les
un média étranger, Der Spiegel, est entré au mois de mars 90 en filmant ce qu'ils ont trouvé. Et puis c'était un hôpital pour enfants, comme on les appelait, irrécupérables. Voilà. Et il y a des dizaines d'enfants morts pendant les années d'avant 89. Et puis, on remarque aussi ce qui est remarquable dans le mal, si on veut, que, parce qu'il y a eu des reportages qui ont été faits par ProTV et ainsi de suite, on voit en fait que les mêmes personnes qui travaillaient avant 89 dans ces mouroirs continuent de le faire 10 ans, 15 ans après. Donc c'est pratiquement les mêmes complices du crime qui s'occupent de la protection des enfants et qui prennent en charge ces enfants abandonnés. D'où l'importance en fait de ce processus judiciaire. Je peux compléter quelque chose. Qu'est-ce que c'est intéressant, et je disais il y a quelques minutes, c'est que si le décret de Ceausescu a été abrogé en 89, en décembre, sur l'avortement, la loi de protection de certaines catégories de mineurs, elle a été abrogée seulement en 77. Ça veut dire qu'on a 7 ans, 7 ans de cette démocratie dans laquelle les institutions ils ont continué à fonctionner. Et je suis sûr que vous savez, sur les communes hospitals, sur les mouroirs, on parle des institutions qui avaient 24%, 25%, 26% de mortalité. Vous savez que la mortalité, normalement, elle est à milliers, pas à 100%. Chigit, c'est un exemple. Sighet, c'est un autre. Ionacheni de Botoșani, c'est un autre. Ungureni de Bacău, c'est un autre. Moi, je pense que ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé aussi dans ces temps avec les enfants, bon, pas seulement dans les mouroirs, dans les communes hospitales, mais aussi dans les autres. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces enfants dans les mouroirs? Tu peux préciser ta pensée? Oh, je ne sais pas si vous vous souvenez les fameuses images de Chiguid avec les enfants qui étaient lavés sur des tables au jet d'eau. Ouais. Moi, j'ai vu des tombes communes de 26 enfants à Ungureni, même à Chiguid aussi, de tombeaux avec 26 enfants communs sans aucune... On a quand même, hein, ça existe des documents, on peut le retrouver, hein. C'est pas très difficile. Ouais. Oui, c'est une vraie question. Moi, il y a plein de choses que je voulais dire et finalement, en rebondissant sur ce que tu as dit avant et ce que tout le monde a dit, je reviens à mon dada, hein, mais parce que je suis un peu obsédée dans la vie, obsessionnelle, pas obsédée, obsessionnelle. Voilà, on vit dans une société, nous, hein, les Roumains, je dis ça comme ça, où il y a, à un moment donné, on nous a dit c'est normal de mettre les enfants dans des maisons pour enfants, on va s'occuper de vos enfants. Déjà ça, c'est donc un problème. Comment on fait pour continuer de vivre dans cette société où il y a des choses qui ont été faites, mais comme tu dis, ça a pris le temps, donc où des gens qui travaillaient avant ont travaillé encore longtemps après, alors qu'on savait qu'ils s'occupaient pas bien des enfants et qu'ils n'ont pas pu changer du jour au lendemain comme ça. Voilà, donc y compris donc il y a les enfants qui ont été maltraités, qui continuent d'être maltraités parfois. Il y a le personnel entourant, mais il y a aussi, enfin nous tous, on peut pas dire, c'est facile de dire nanani et de pointer. Donc on fait tous partie d'un système qui a accompagné ça. Et moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est, bon, ok, voilà, ce qui a été fait, c'est horrible, mais aujourd'hui, et on ne peut pas changer ce qui a été fait. Moi-même, en 92, j'y suis allée dans ces endroits-là. Donc, je suis traumatisée à vie par ce que j'ai vu. J'ai vu des enfants comme ça, des bébés, et on m'a dit,
ah bah, lui, il a 12 ans, lui, il a 13 ans, machin. Ils n'avaient pas poussé, quoi. Tellement ils n'avaient pas été touchés, pas aimés, ils n'avaient pas poussé. Donc, enfin, voilà, je suis traumatisée depuis la sortie de mon adolescence. Mais voilà, comment on fait pour changer, on en revient toujours à la même question, les patterns, comment on dit patterns, je sais, les modèles, les modèles en nous, en chacun de nous et à l'intérieur des institutions pour que ça bouge. Enfin, vous voyez, vous êtes en train de travailler là-dessus. Donc, comment vous faites de façon concrète? Oui, bien sûr. Daniela Gheorghe va nous répondre, et puis j'aimerais beaucoup qu'on laisse aussi la parole à la salle. Merci. Premièrement, on a vu que si la loi s'est changée en 2004, parce qu'en 2004, la loi a mis la responsabilité pour un enfant, la responsabilité des parents pour leur enfant, parce qu'avant, c'était l'État qui était responsable pour un enfant. Donc, on a donné aux parents la responsabilité. Mais après, en 2008, on a fait une étude sur l'abandon. On a posé des questions aux parents qui ont abandonné des enfants, et donc leur réponse c'était bon, on est peur, on est pauvre, on n'a pas d'argent, on ne pourra pas soutenir notre enfant. C'est mieux pour notre enfant de le donner à l'État parce qu'il va être mieux soigné par les autorités publiques. Parce que nous n'avons pas de bonnes conditions. Donc, il faut changer, en fait, la mentalité. Et ça, c'est la prévention. Et ça manque encore en Roumanie. On a commencé, mais donc la réforme dans la protection de l'enfant, c'était fait. Bon, on a changé les choses, mais pas ça. On n'a pas travaillé sur la prévention pour aider les parents, parce que c'est en fait ça. Les parents doivent être aidés, et Bogdan peut vous démontrer parce qu'ils ont développé dans certains départements de la Roumanie des projets. Parfois, c'est suffisamment de donner à une famille un cheval, une vache, aider avec des choses, des petites choses concrètes. Et les parents vont garder leur enfant. Et après, au niveau psychologique, ça, on pourra parler oui, une semaine sur ce sujet, parce qu'en fait, c'est cette... on dit ça, que ça, c'est parfois... la dépression des familles roumaines qui n'ont pas ni un support psychologique. Et la dépression des mamans, parce qu'on a qu'une ou deux études en Roumanie sur la dépression postpartum. Et c'est ça, on n'aide pas les parents de soutenir et de grandir leur enfant, ni aujourd'hui. Marion? Oui, et puis il y a la question aussi de l'éducation sexuelle, qui est un sujet... Oui, mais c'est la base. La base. Je voulais revenir un peu, juste une dernière question. Donc, changer les mentalités, c'est un brave projet, voilà, mais c'est un peu vague. On est dans la même temps hypocrite, parce que oui. Sur la loi, c'est plus important la filiation que l'identité de l'enfant. Par exemple, si un enfant il est abandonné, on ne donne pas un code numérique personnel, donc un enfant il n'a pas ni un droit, parce qu'on on cherche les parents. On cherche les parents, je ne sais pas combien mois, laisser l'enfant sans ni un papier d'identité. Donc, ça, dans notre mentalité, on pense que la filiation, c'est important et pas l'identité. Donc, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Sur ce que vous êtes en train de faire sur les... Je vous ai posé la question s'il y avait des enquêtes en cours et s'il y aura bientôt, je ne sais pas, des dossiers qui vont arriver sur les tables des juges. Oui, je suppose que oui. Ça, c'est la tâche de mes collègues qui sont dans la partie investigation des crimes du communisme.
Mais comme je vous dis, non, juste je voulais réagir là-dessus en tant que j'ai une réflexion. Je suis prof d'histoire, donc une réflexion comme ça en historien. Ces choses-là, la mentalité de donner, par exemple, à l'État pratiquement la tâche de soigner les enfants et tout ça, c'est une mentalité qui n'est pas seulement née du communisme, parce qu'on sait ça immédiatement après 1917 en Union soviétique, en Russie soviétique, on faisait de la propagande exactement dans ce sens-là, donner les enfants, l'État s'en chargera, etc. Mais c'est aussi une question du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les couvents, les monastères, notamment dans les milieux catholiques ou on avait, dans l'Église occidentale, on avait au moins, dans l'Église orientale, il n'y en a pas, mais avoir des registres, de noter les choses, etc., depuis belle lurette, depuis 1300, 1200, comme ça. Et on avait un tas d'enfants qui étaient exposés, offerts à l'Église, au couvent. En Italie, par exemple, il y a peut-être 10% de la population qui s'appelle esposito. Alors, les expositos, ce sont des gens qui ont été exposés, esposto, un pays très catholique comme l'Italie. C'est une pratique qui est arrivée jusqu'au début du XXe siècle. Les espositos, les personnes exposées, offertes au couvent. Le couvent s'en prenait charge. Et une version, sinon beaucoup pire, ce sont ces endroits pour les enfants institutionnalisés, comme ça, par exemple de la Roumanie communiste. Il n'y a que la société démocratique, les valeurs de la Grande Révolution et tout ça, qui ont fait naître l'idée de la responsabilité individuelle, de la responsabilité donc pas charger l'État, et naturellement aussi le contrôle, ça va de même avec le contrôle de naissance, avec tout ce que l'État moderne a pu ériger, parce qu'on sait, à mon avis, c'est très clair, le communisme, c'est le nouveau Moyen-Âge, enfin, c'est l'ancien régime redivivus, c'est ça, c'est l'ancien Moyen-Âge retrouvé. J'avais juste j'ai amené avec moi un petit bouquin, qui est, c'est un unicat, j'ai un seul exemplaire, hélas, mais j'en suis assez fier. C'est un bouquin qui était destiné, extrêmement modeste, qui a été publié un tout petit peu avant la Révolution, notamment en septembre 89, à Rome, par le soin du comité italien Helsinki. Et il y avait là les actes traduits, les actes d'un congrès qu'on avait fait à Rome, à la Chambre des députés, en octobre 88, notamment par le biais du Parti socialiste italien et le Parti radical italien, avec d'autres, mais enfin surtout ces forces-là, c'était au Parlement italien quand même, à la Chambre des députés. Et on a réussi, le comité Helsinki a réussi à faire un petit bouquin dans le vœu pieux, attention, le vœu pieux, de le faire introduire clandestinement en Roumanie. C'est pour ça qu'il était petit, comme ça, il avait cette dimension comme ça. Il se faisait l'illusion au niveau du comité Helsinki italien en 89, qu'on pouvait introduire ce petit bouquin en Roumanie avec les actes du Congrès, traduits en roumain. Donc c'est un bouquin traduit en roumain, édité en Italie, fait pour l'introduction clandestine en Roumanie. Et enfin, absolument par hasard, moi je me suis occupé dans ce bouquin. J'avais exactement une question liée à ce que vous venez de dire au début. Je me suis occupé de la question démographique en Roumanie, notamment le durcissement de la législation anti-avortive. Donc il y a plein de choses ici. Il y a le regretté Mihnea Berindei, il y a Sanda Stolojan, il y a beaucoup de personnalités, y compris le comité Helsinki, mené à l'époque par le prince Schwarzenberg, qui a été candidat à la présidence de la Tchécoslovaquie une vingtaine d'années plus tard. Il était à l'époque le prince Johann von Schwarzenberg, qui présidait le comité international Helsinki, qui siégeait à Vienne. Alors, il y a mon ami Gaspar Miklós Tamás et d'autres, on est tous ici.
Mais mon article, c'est sur la question démographique. J'ai des chiffres qui sont hallucinants. Je peux vous le tenir à disposition à condition qu'on fasse une photocopie ou chose comme ça, parce que ce sont des chiffres que je tenais de la presse française notamment. Je répète, je suis encore à la déformation de l'historien là, donc je m'excuse, mais quand même c'est intéressant de voir les racines de la question. Et les racines sont pas... C'est bien que on a évoqué ici la question du durcissement, parce qu'en général, on parle de la loi de 1966, anti-avortement. La loi 66, c'était parfum par rapport à la loi de 84, le durcissement de 84, quand on avait même introduit, il y avait par exemple une peine de 10 ans de prison, c'est l'objet de mon article, 10 ans de prison pour les médecins qui faisaient un avortement, c'était la loi de 66. On a empiré la loi et on a fait 25 ans, 25 années de prison, et en cas de récidive, y compris la peine de mort. La peine de mort pour le médecin qui osait faire dans les cas de récidive. S'il avait déjà fait récidive. Alors 25 ans, c'est pas peu. Et les chiffres sont... il y avait 1311 avortements, d'après Le Monde du 2 juin 1984. 2 juin 1984, qui reprenait des chiffres qui ont été donnés par M. Ceausescu le 2 mars 1984, dans une séance du bureau exécutif Parti communiste. Et là, je me permets de juste pour citer, les chiffres sont accablantes, sont vraiment accablantes. Et c'est ça l'histoire. C'est ici que mon article appelé « Conditions de la femme, la politique démographique et les qualités de la vie dans la Roumanie Ceausescu ». Le livre s'appelle « Les violations de droits humains, de droits de l'homme dans l'époque, dans l'ère Ceausescu », époque Ceausescu, traduite en roumain de l'italien, parce que là, on a fait en italien, en français. Et en Roumanie, donc à l'époque, il y avait 1311 avortements pour chaque 1000 naissances. C'est quelque chose d'accablant. Et on faisait, ça c'est Le Monde du 2 juin 84, et on faisait moi je faisais le constat par rapport à la situation de l'Italie, où il y avait, avec un avortement libre, 356, donc 1311 en Roumanie et 356 en Italie, pour chaque millier de nés vifs. Tandis qu'en France, les chiffres étaient de 168 000, donc beaucoup moins, avec une population qui est encore un peu plus grande que l'Italie. En Italie, 209 000, en France, 168 000 en 1984. Donc ce sont des chiffres qui parlent par eux-mêmes. Voilà. Ça serait très intéressant. C'était une curiosité comme ça, historique, mais peut-être suggestive. Voilà. Je m'excuse de vous avoir abusé de votre temps. Moi, j'ai des curiosités comme médecin. Et comme médecin, je vous dis que la génération 67 et 68 a compris, après le décret, 1,2 million d'enfants. 1,2 million d'enfants. Alors, ça a venu l'interdiction d'avortement. 67 et 68, pardon. Oui, le décret C. Moi, je suis né en mars 67. Moi, je suis avant cette génération. On s'en fout. Oui, on s'en fout complètement. Mais qu'est-ce que c'est intéressant, c'est que la libéralisation de l'avortement en décembre 89, ça a donné 1,6 million d'avortements seulement en 90. C'est fou, hein, c'est complètement fou. C'est naturel. Conséquence directe. Ah oui, non, mais c'est naturel à cause du désarroi. Oui, à cause de l'éducation qui a été reçue seulement en 66, hein, qui a gardé l'idée d'avortement. Bon, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose à propos des mentalités et tout ça, c'est qu'il y a, dans la médecine, il y a un indicateur qui dit le nombre d'avortements, ils doivent être moins que le nombre de nouveau-nés par année. Alors, ce nombre s'est positivé seulement en 2006 en Roumanie, après 16 ans de libéralisation de l'avortement. C'est un sort de génocide affreux. En plus de ça, je voulais te dire à propos de mes expériences avec ça, on a fait un petit recherche à Tulcea, parce qu'on essayait de voir comment les enfants rentrent dans les institutions. Et on a fait une petite enquête en 2002 dans le département de Tulcea.
Et on a découvert à cet temps-là qu'on avait 300 enfants dans les institutions de département qui provenaient de 100 mères. 300 enfants de 100 mères. Moi, je pense fortement, je pense que je peux même avoir des données sur ça. Moi, je pense que d'une manière à l'autre, l'abandon de l'enfant, ça a commencé d'être aussi une manière de contraception. Et je dis ça en étant dans tout mes esprits. Hein. Ça veut dire que moi, j'ai connu des femmes qui ont abandonné un enfant par année pendant 6 ans, 7 ans. Moi, j'ai vu des femmes à côté de Bucarest qui avaient 7 enfants qui ont été nés, une après l'autre. Ils ont été abandonnés dans les institutions. Comme au Moyen-Âge, d'ailleurs. Oui, comme au Moyen-Âge, exactement. Hélas. Et ça, c'est une modification de la parentalité qui est très grave. Vous me disiez comment on peut changer les mentalités. Ça, ce n'est pas seulement des mentalités, hein. Ça, ce sont des liens parentaux, des structures de famille qui sont complètement délabrées. Hein. C'est un travail plus large qu'une seule mentalité. De grande haleine. Laissons un peu la parole à la salle. N'hésitez pas à poser des questions à Marion. Elle est là, Cuisine est là. Sur le film, et voilà. Pas seulement. Alors moi, j'aurais une question pour Marion. On voit dans le documentaire que tu te rends auprès de l'Autorité nationale pour la protection de l'enfance, près de la secrétaire d'État Gabriela Coman. Donc on voit qu'elle t'explique le contexte, etc. Mais c'est un extrait qui est très court. Et j'aurais voulu savoir si, en off, vous aviez... elle t'avait donné d'autres éléments, si tu avais des relations régulières avec cette autorité donc nationale pour la protection de l'enfance, et quel a été son rôle dans ta quête de tes origines. Est-ce que tu as reçu un soutien de ce côté-là ? C'est vrai que c'était Ursula qui avait fait les démarches pour avoir... le témoignage de Gabriela Coman. Bon, on a eu la chance de la rencontrer malgré son emploi du temps très chargé. Mais ce qui s'est passé, moi je travaille avec cette autorité, puisque après ce film, voilà, ce qui s'est passé, c'est que voilà, moi j'avais bouclé la boucle, on va dire, sur mon histoire, et c'est à partir de là que j'ai vraiment voulu m'intéresser à d'autres histoires d'adoption, d'adopter aussi bien nationales qu'internationales. Et c'est comme ça que, en cofondant l'association, pour nous, il était évident qu'il fallait qu'on travaille avec les autorités roumaines. Et puis on a pris conscience, on a découvert leur fonctionnement sur la quête des origines, tout le dispositif qu'ils ont mis en place, qui est d'ailleurs très très bien, qui est similaire aussi à la France avec le CNAOP, pour l'accompagnement pour les nés sous X. Donc oui, on travaille ensemble. Voilà. D'autres questions ? Un micro. Comment le fait que tu as écrit ce livre t'a aidé à refaire ta vie ou à retrouver tes racines? Et le fait que je trouve vraiment exceptionnel à Marion, c'est qu'elle a eu le courage de faire un film, d'écrire un livre, puisque de ce que je sais, je n'ai pas lu jusqu'ici un témoignage, un livre d'un enfant de Roumanie, de toute manière, adopté, qui vit à l'étranger. Donc, j'ai découvert son livre et j'ai décidé de le traduire, puisque ça m'a beaucoup impressionné que c'est un long témoignage. Donc, c'est avoir le courage de mettre dans un livre et dans un film sa propre expérience. Combien d'enfants qui ont eu cette vie ont fait ça,
écrire ou faire un film où ont-tu la chance de pouvoir faire cela. Donc comment t'as aidé et comment cela t'a aidé et comment tu as décidé de faire cela? Je crois que j'avais ce besoin d'exprimer des choses qui étaient au plus profond de moi-même. Donc je trouvais que le film documentaire était une des meilleures possibilités. Et c'est surtout un outil de communication, aussi pour transmettre des messages. Mais aussi, ce que j'aimerais, moi, à travers ce film qui continue à vivre, qui continue à circuler, c'est qu'il y ait d'autres témoignages. Parce que j'aimerais tellement qu'il y ait des histoires, bien sûr, d'adoptés, mais pas que les orphelins, ceux qui ont fini aussi à la rue, ceux qui ont été contaminés par le sida. Voilà, moi j'aimerais qu'on leur donne la parole, parce que peut-être qu'avec leur témoignage, on va peut-être changer une mentalité. Et moi je veux qu'on les entende. Donc ça c'est mon objectif. J'espère y arriver et j'ai besoin aussi de vous, les Roumains. Et aussi, j'avais ce besoin, voilà, comme je disais tout à l'heure, la question, c'est important pour moi de recontextualiser l'histoire, de comprendre le pourquoi du comment. Et dans l'histoire de l'adoption, il est important aussi d'avoir le témoignage des familles adoptives, comprendre aussi ce qu'ils ont vécu. Et on comprend aussi à travers l'histoire de mes parents que aussi ils ont vécu aussi le mensonge, ce qu'on leur a raconté, c'était pas vrai. Donc comment ils ont pu essayer d'avancer aussi par rapport à ça. Et puis j'ai eu la chance aussi que Anna puisse témoigner. Donc sa parole pour moi est indispensable. Et j'ai beaucoup compris, même en co-écrivant ce livre, j'ai mieux compris son histoire. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de lui donner le meilleur. Parce que dans l'histoire, je dirais que c'est elle qui a vécu le pire. C'est pas moi. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aussi. Moi, il y a cette question de la Roumanie, cette question de la parentalité. Aujourd'hui, on voit très bien que depuis que la Roumanie est rentrée dans l'Union européenne, moi, je ne les juge pas. Je ne juge pas, je ne suis pas là pour juger. Voilà, il y a beaucoup de Roumains qui partent travailler à l'étranger et qui laissent aussi leurs enfants. Alors, je ne vais pas dire que c'est une forme d'abandon, parce qu'on ne peut pas le dire comme ça. On va dire que c'est une parentalité à distance. Mais je pense qu'il y a il y a des répercussions aussi. Je ne sais pas du tout comment c'est traité en Roumanie, cette problématique. Je pense à Alexandra Goulia qui est là, qui a fait un court-métrage sur ces orphelins blancs, on va dire. On les appelle comme ça. Voilà, c'est vrai que moi, c'est quelque chose aussi qui m'interpelle. Et voilà, savoir comment est-ce qu'il y a une prise de conscience aussi. Voilà, moi, je me suis posé la question aussi si c'était aussi cette génération du décret 66, on va dire les enfants non désirés, qui reproduisent ce schéma. Voilà, j'ai des enfants, mais je ne sais pas ce que c'est transmettre de la paternité, de la maternité, du lien. Le seul lien qu'on peut donner, c'est travailler, faire de l'argent et donner le nécessaire pour qu'ils puissent. Voilà, je ne sais pas. C'est beaucoup de questions qui m'interrogent aussi aujourd'hui. Je ne sais pas du tout si c'est traité dans le rapport de M. Alexandrescu. Voilà. Le rapport de M. Alexandrescu s'occupe notamment des enfants institutionnalisés, donc les enfants laissés à la maison par des parents qui vont travailler à l'étranger ne sont pas
ne sont pas abordés, ce n'est pas une catégorie qu'il va aborder. Ces enfants, effectivement, passent un peu à travers les mailles du filet, même si théoriquement, les parents doivent annoncer leur départ pour l'étranger auprès de l'autorité nationale pour la protection de l'enfance et des autorités locales. Cela ne se passe pas toujours ainsi. Et puis, les autorités, je pense aussi que la prise en charge, c'est assez fictive, quoi. Enfin, c'est une prise en charge plutôt bureaucratique qu'effective des enfants qui sont laissés à la charge de la famille élargie, en l'absence d'une demande d'aide de la famille élargie en tant que telle. Adina. Ça marche? Vous m'entendez? Je n'ai pas une question à poser, mais je voudrais juste souligner un tout petit peu le fait qu'effectivement, le fait de ne pas avoir à portée de main les méthodes contraceptives mettait une pression très forte sur les femmes. Donc les femmes, vraiment, même celles qui vivaient en famille ou en couple, pratiquement toutes les femmes subissaient beaucoup de pression de tous les côtés, essentiellement de la part de l'État, parce qu'effectivement, il y avait des contrôles inopinés, même au lycée ou à l'endroit de travail pour vérifier si elles étaient enceintes ou pas. Mais même au sein des couples, qu'elles soient mariées ou pas, le manque de moyens de contraception faisait que dans la mentalité des hommes en général, la responsabilité d'une grossesse appartenait à la femme. Il y avait quand même pas mal d'histoires. Effectivement, lorsqu'on n'était pas marié, il y avait la pression de la famille, de la société, qui faisait qu'on ne pouvait pratiquement pas faire le choix de garder l'enfant. Donc j'ai beaucoup apprécié l'attitude de Marion vis-à-vis de Anna, la compréhension, parce qu'effectivement c'était une situation très ingrate. On n'avait pas la liberté de décider, voilà, je suis mère seule, il n'y a pas de souci, je garde mon enfant. Mais même au sein des couples mariés, j'ai entendu quand même pas mal d'histoires quand la femme, ayant déjà quelques enfants ou un enfant, ou ça dépend des cas, se faisait avorter illégalement alors que son mari n'était même pas au courant de sa grossesse. Elle se sentait tellement coupable et responsable du fait qu'elle soit enceinte qu'elle n'osait même pas avouer ça à son mari. Donc, il est clair que dans ces conditions-là, abandonner finalement l'enfant ou essayer de faire un avortement au risque d'y laisser sa peau, parce que je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir des chiffres, mais il est clair qu'il y a beaucoup de femmes qui sont décédées pendant cette période à cause des avortements illégaux qui se terminaient mal. Mais il est clair que la femme était dans une position vraiment très ingrate, avec plein de pression de tous les côtés. Donc, je pense qu'il ne lui restait pas beaucoup de solutions pour s'en sortir. Je veux compléter ici parce qu'en fait, il y a un livre qui parle de l'alliance familiale en Roumanie et la parentalité qui a été beaucoup affectée pendant la période de Ceausescu. Et je me demande pourquoi l'Église, qui est maintenant toujours très présente quand on parle de la parentalité et éducation sexuelle, pourquoi l'Église n'était pas, et pourquoi l'Église n'est pas aujourd'hui impliquée pour lutter avec nous pour la prévention d'abandon. C'est très intéressant, non? Parce que l'Église orthodoxe, elle lutte contre l'avortement, elle lutte contre l'éducation sexuelle dans les écoles, mais je n'ai jamais rencontré... Oui. C'est ça. C'est une question péjorative. Mais il y a quand même un exemple, je ne prends pas la défense de l'Église orthodoxe, mais il y a un exemple, le Valaplopoli. Mais c'est un exemple unique et voilà, singulier. Valaplopoli, c'est les prêtres, ils aident les enfants, mais
Bon, je parle d'aider et soutenir l'alliance familiale et la parentalité. Parce qu'avant, la pour lui, c'est un prêtre qui prend les enfants et parfois, oui, avec les parents, oui. Mais bon, c'est ça. Il faut qu'on travaille pour aider et soutenir la parentalité en Roumanie. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on a des problèmes en ce qui concerne la parentalité et l'alliance familiale. Qu'est-ce qui se passe avec les parents, les grands-parents? C'est compliqué. On a beaucoup... Il y a des études. Il y a une volonté gouvernementale ou... non, je sais, bon. Non, il y a des projets développés par d'associations. À IAH, il y a beaucoup d'associations qui ont développé des projets sur la parentalité qui marchent vraiment très, très bien parce qu'on n'a pas que le seul problème, l'abandon, on a la violence. Donc, on a beaucoup de choses qui montrent qu'on a des problèmes en ce qui concerne le modèle parental en Roumanie. Il faut changer. Bon, je n'ai pas critiqué, mais je dis qu'il y a des comportements parentaux traditionnels qui ne sont vraiment pas très bien pour aider un enfant. Donc, il faut changer et adapter la parentalité pour répondre aux besoins des enfants et aux besoins de notre société. Excusez-moi, j'interviens là-dessus une seconde. Je suppose que c'est de la une demande rhétorique. Qu'est-ce que faisait l'Église au temps du régime communiste? L'Église au temps du régime communiste ne réagissait pas quand on démolissait leurs propres églises. Que voulez-vous qu'ils fassent pour des situations de ce genre-là? Ils se taisaient, tête basse et tout, et ils attendaient que l'orage passe éventuellement, mais la complicité était évidente et il ne faut pas... C'est-à-dire, c'est une demande rhétorique. Voilà, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne faisaient rien, ils pensaient à la limite que c'est mieux que rien, qu'on pourrait faire, je répète, comme au Moyen-Âge, etc., éventuellement, mais ils ne se posaient pas ce problème. Donc, se demander cela, c'est de l'utopie. Hein. C'est utopique de demander un truc pareil. Excusez-moi, voilà. C'est une réaction épidermique que j'ai eue. Parce que avant-hier, 300 000 chrétiens orthodoxes ont signé quelque chose contre la parentalité. Donc, on a souvent tendance, effectivement, la société roumaine a souvent tendance à pointer du doigt l'une des victimes, qu'il s'agisse de l'enfant qui est devenu grand et qui va mendier ou qui sera un consommateur de drogue ou que sais-je, et lui dire voilà, tu es le coupable de te retrouver en cette situation sans avoir la vision de toute sa souffrance d'en être là. Ou alors on pointe du doigt effectivement les parents en se disant que c'est quoi ce genre de parents qui sont capables d'abandonner cet enfant, ou des parents qui sont capables d'en faire autant d'enfants. Mais on pointe très peu la responsabilité des pouvoirs publics et des responsables publics, enfin des responsables politiques dans cette situation qui voilà, se perpétue, et 30 ans après, je vais lire juste un roman, c'est la 4e page du livre de Vlad Alexandrescu, Les enfants d'Irod. Radiografia sistemului de protecție specială mi-a arătat că acesta eșuează în misiunea lui esențială, aceea de a avea grijă de copiii crescuți de către stat, de a le dezvolta capacitățile și de a face din ei niște cetățeni integrați. Odată ce au împlinit vârsta legală, odată ce nu mai pot alimenta prin însăși persoana lor funcționarea sistemului, tinerii sunt lăsați la o parte ca o povară de care acesta trebuie să scape. Am avut teribila senzație că imensa mașinărie impersonală a sistemului de protecție e un uriaș moloch, în căutare de noi și noi victime, un monstru al cărui singur scop este supraviețuirea, prin orice mijloace și cu orice preț. Voilà. Si vous permettez, juste, il faut dire que pas seulement l'Église orthodoxe, mais tous les cultes en Roumanie, absolument tous les cultes, ils faisaient le profil plus bas possible,
le profil plus bas possible, imaginable. Et voilà, donc c'était leur attitude qui était absolument nulle. Donc on ne pouvait pas du tout s'attendre. Ils étaient totalement soumises, tous les cultes soumis à l'État, d'une façon, je dirais même humiliante et pénible, gênante. Voilà. Si vous avez d'autres questions, si la salle. Oui, il y en a deux. Vous avez bien parlé de l'éducation sexuelle qui manque malheureusement en Roumanie, même au niveau de nos familles, même au niveau scolaire. Vous avez ensuite parlé de la prévention de l'abandon. Mais je me demande, est-ce qu'il y a un groupe de travail sur la législation en vigueur? Parce que malheureusement, adopter un enfant en Roumanie reste toujours une chose très difficile. J'ai beaucoup d'amis qui essayent d'adopter. Et c'est une histoire qui dure depuis des années. L'enfant maintenant a presque 5 ans, 6 ans, donc il n'est même pas un bébé. Ils n'arrivent pas à adopter. Et sauf erreur de ma part, les adoptions internationales sont presque impossibles. Et avant, c'était quand même une option pour beaucoup d'enfants qui sont rejetés parce qu'il n'y a pas cette mentalité en Roumanie vraiment d'adopter un enfant. L'adoption donne, la loi de l'adoption privilégie effectivement la famille biologique. Donc, si je ne m'abuse, en fait, la famille jusqu'au 4e degré de parentalité doit, au 3e, a changé. Bon, c'est au 3e. Bon, jusqu'au 3e degré de parentalité doit donner l'accord pour que l'enfant soit adopté. Et sur les 65 000 enfants qui sont dans le système de protection de l'enfance, 58 000, Bogdan est plus updaté, eh bien, sur ces 58 000, si je ne m'abuse aussi, il y en a un ou deux, 3 000 et quelques enfants adoptables, donc de ceux dont le dossier était fini, qui avaient les accords nécessaires. Et entre les 60 000 et les 3 000, tous ces enfants-là ne sont pas adoptables parce que le système n'a pas intérêt à ce qu'ils soient adoptables. Ces enfants, ces 57 000 qui ne sont pas adoptables, ces enfants font vivre le système. C'est mon opinion. Oui, absolument. Moi, je voulais vous signaler quand même que, même si moi je suis d'habitude un pessimiste, je vais vous signaler que quand même on a passé d'un nombre d'enfants institutionnalisés de 170 000 dans les années 97, on a passé à 58 000 enfants dans la protection de l'État. De ces 58 000, il n'y a que presque 20 000 institutionnalisés. C'est quand même une évolution dans les 20 années. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que la Roumanie a passé sur une forte pression de l'Union européenne de cesser les adoptions internationales. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé dans les années 2000, quand l'Union européenne a demandé à la Roumanie de cesser les adoptions internationales. Or, on ne peut pas cesser les adoptions internationales si on ne touche pas la procédure de l'adoption nationale. Parce que premièrement, l'enfant doit passer dans une procédure nationale, après qu'il s'en va à l'international. Bon, c'est pour ça que l'adoption nationale elle est devenue aussi difficile parce que la Roumanie a été obligée de cesser les adoptions internationales. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est vrai que le système, il est tributaire, je dirais pas à sa pensée, mais plutôt à disons à ses pensées. Ça veut dire que le système essaye et il est tributaire aux droits des parents, de la famille, pas de l'enfant. C'est pour ça que les enfants ils sont tellement difficiles à être nominalisés comme adoptables. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, le 3500, moi, je dis toujours ça à quelqu'un qui veut adopter. On a seulement 58 000 enfants dans le système de protection de l'enfance. Vous savez où se trouve la plus grande majorité, dans quel groupe d'âge de cette 58 000?
il se trouve dans le groupe d'âge de 14 à 16 ans. Le système lui-même, il a changé. Le système, on parle de 1 000, 2 000, 3 000, quelque chose comme ça, de petits-enfants. Et parce Marion parlait de qu'est-ce que ça veut dire l'adoption, si c'est un acte humanitaire ou non. Moi, je vous signale que depuis quelques années, l'ancien Comité national d'adoption, mais aussi l'autorité nationale, fait le profil de la famille adoptive roumaine. Or, le profil de la famille adoptive roumaine disent que dans la plus grande majorité, dans 92% des cas de familles qui veulent adopter, ils demandent des petits-enfants, moins de 2 ans, et en pleine santé. Or, le système, il n'a plus de ce type d'enfants. C'est pour ça que, sans handicap, en pleine santé, oui. C'est pour ça que nous, par exemple, on a demandé, on a fait, enfin, on n'a pas demandé, mais on a donné des conseils à l'autorité nationale, peut-être de penser, de faire une sorte de, par exemple, je ne trouve pas le mot, pas de marketing, mais plutôt de faire un message public que l'adoption, ce n'est pas nécessairement l'enfant qu'on ne peut pas l'avoir, mais aussi c'est une mission humanitaire. Ça veut dire qu'on a notre enfant et peut-être on peut aider un autre. Parce que les enfants, ils sont grands. Quand on ne peut pas faire des enfants, c'est difficile d'adopter un enfant qui a 10 ans. Ça ne colle pas sur l'image de l'enfant qu'on a quand on est un parent qu'on ne peut pas avoir des enfants. Mais c'est vrai que les procédures ils sont difficiles. C'est vrai en même temps que maintenant, il y a un projet de loi dans le Parlement dans lequel les temps passés pour les familles adoptées, ils deviennent de moins en moins longs. Ils ont passé à l'enquête de 3e degré de la famille naturelle. Même ça, hein, c'est vraiment très difficile. Si vous voulez, moi, je peux vous donner une histoire d'un enfant qui a une adoption internationale, qui est pris par un couple roumain avec la citoyenneté roumaine, mais qui vivent à l'étranger, qui ont vécu 1 an et demi pour passer dans le système de jugement d'adoption et tout ça, qu'ils ont réussi d'avoir un jugement d'adoption positif, et qui maintenant ils essayent de prendre l'enfant d'une famille d'accueil dans la direction générale d'assistance sociale, et ils ont été refusés par la direction générale avec un jugement d'adoption correct. Ça veut dire que c'est vrai, hein, les systèmes... L'enfant est questionné dans tout ce processus. Est-ce qu'on demande la vie de l'enfant? L'enfant, il ne faut pas oublier que l'âge d'enfant pour exprimer sa opinion, c'est 12 ans. 11 maintenant, mais c'est 12 ans normalement sur la loi. Cette petite fille, elle n'a que 5 ans. Oui, et en plus de ça, à propos, même s'il y a des choses positives dans le système, il ne faut pas oublier que aussi le stage de l'enfant qui rentre dans le système de protection de l'enfance, le moyen stage maintenant, ça arrivait à 9 ans et demi. Ça veut dire que l'enfant, en général, si un enfant rentre dans le système de protection, pas 9 ans et demi, 8 ans et demi, si un enfant rentre dans le système de protection de l'enfance, en moyenne, il va rester 8 ans et demi dans le système. En moyenne jusqu'à ses 18 ans. Non, attends, 8 ans et demi en moyenne, ça veut dire que presque la moitié de sa vie d'enfant, il vit dans un système presque institutionnel. Si on les compare avec la vie adulte, si on prend l'âge de 72 ans, ça veut dire que 36 ans, un adulte doit rester dans un tel système. Il y a des choses graves, hein, pour lesquelles on doit avoir des réponses, mais bon. Merci pour cet éclairage sur l'adoption. Ilana. Bonsoir. Déjà, on a tellement, il y a eu tellement de choses dites
les intervenants. Je dirais tout simplement que c'est un sujet tellement complexe, tellement en nuances, avec des zones encore dangereuses, dont on parle tellement peu en Roumanie, de ce qui s'est passé avant 89, de ces femmes, de milliers de femmes mortes à cause d'IVG illégales, de milliers d'enfants non désirés, peut-être aimés par la suite, mais non désirés. Et ça laisse quelque chose, même si l'amour parental arrive, né par la suite, d'enfants estropiés, de femmes estropiées, d'enfants orphelins de leur mère. On ne parle pas de ça. Des traumas subis par les enfants abandonnés, comme c'est le cas de Marion Leroy d'Agen, de femmes qui ont perdu, qui ont été forcées à abandonner. On n'en parle pas. De ces traumas qui ont des effets jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est visible dans le parcours du débat. On est parti des enfants de Ceausescu pour parler pratiquement à la même hauteur de la situation d'aujourd'hui, avec des difficultés d'adoption. Bon, les difficultés légales, on peut les comprendre parce qu'avant la pression de l'Union européenne, il y avait eu des zones très sombres dans les adoptions internationales. On ne parle pas de l'éducation. Effectivement, l'éducation, pas que l'éducation sexuelle, l'éducation qui fasse que les familles acceptent les mères célibataires, que les familles n'obligent plus leurs filles, leurs jeunes filles, à abandonner leurs enfants parce que c'est honteux dans la société d'avoir son enfant avec un enfant issu d'une liaison hors mariage. De faire changer peut-être les mentalités, mais c'est difficile. Effectivement, c'est difficile et c'est un travail d'éducation à fond. Également, ce sont des sujets dont on ne parle pas. Et ce que je voudrais dire, je ne pose plus de questions parce que je regarde l'heure, mais je voudrais tout simplement remercier l'Institut français pour ce débat, parce que j'espère ce sera un exemple à suivre pour d'autres débats publics, parce que les problèmes, personnellement, je crois, sont nos problèmes aujourd'hui, mais ont des racines dans ce que les Roumains et la Roumanie ont vécu jusqu'en 89, entre 47, 66, on va dire, et 89, et même début des années 90. Donc merci. Merci à vous aussi. Merci Marion. On peut l'applaudir. Merci à vous. Merci à l'Institut français aussi pour nous avoir accueillis, comme disait Ilana Tsaroy. Bonsoir à tous et à toutes, surtout à toutes. Merci à vous pour vos interventions très intéressantes et pour vos divers éclairages sur une question, effectivement, comme le disait Madame, très complexe et grave. Merci à vous pour votre participation. Merci également à nos interprètes. Très bonne soirée à tous.